les Français ont pour caractéristique historique de supporter, et puis un beau jour, de renverser la table. Alors là, on a eu l'épisode des Gilets jaunes. Si les choses continuent à se dégrader en matière de sécurité, le pillage des campagnes, les cambriolages à répétition, les gens poignardés à droite et à gauche par des individus qui n'ont rien à faire là. Quand on envoie des migrants retourner dans leur pays et que le pays dit tu te les gardes, c'est qu'on n'est pas respecté à l'extérieur. Et quand on est incapable de faire en sorte que 50 individus dans les 26 départements ne soient pas matés une bonne fois pour toutes, on n'est pas en paix à l'intérieur. Sous M. Macron, l'État-nation ne fait pas son job. Un jour, il est possible que les gens s'enragent de cette situation et ne le supportent plus. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Les lecteurs de Boulevard Voltaire vous connaissent bien, mais c'est la première fois qu'on vous reçoit dans le nouveau studio de Boulevard Voltaire, pour la première fois pour ce grand entretien du dimanche, BV dans votre salon. Première question, Xavier Hofer, attaque au couteau à la gare du Nord, attaque au poinçon, en tout cas à l'arme blanche, et de nombreuses attaques au couteau dans plusieurs villes de France en quelques jours. Comment va l'insécurité en France, Xavier Hofer? Question très vague. Alors, l'insécurité va bien. Les Français, moins. Maintenant, les attaques au couteau, les attaques au poinçon, les attaques à la machette, les attaques à toutes les formes d'armes blanches possibles et imaginables, c'est par crise. Ça va, ça vient. Donc, à un moment donné, il y a une espèce d'émotion, les gens disent oui, mais quand même. Là, ce qui est grave, c'est que la gare du Nord, c'est la principale gare d'Europe en matière de fréquentation. Donc, on est censé être un pays intégré à l'Europe. On est dans une gare qui reçoit tous les trains, comme son nom l'indique, du Nord et en partie de l'Est de l'Europe, des TGV, des trains qui vont vers la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre. Ça fait quand même franchement désordre, quoi. D'autant plus, comme les émeutes, vous savez, où il y a des jeunes victimes de l'exclusion là qui jettent des cocktails Molotov sur la police, qui cassent tout, qui brûlent les voitures, ça n'arrive nulle part ailleurs en Europe. C'est-à-dire qu'en tout et pour tout, une émeute en Grande-Bretagne, il y en a une qui a 10 ans, puis depuis rien. Chez nous, c'est pratiquement tous les jours. Alors, c'est pas normal. Et le fait que le gouvernement, on parle même pas d'être capable de résorber cette vague criminelle, mais même de l'envisager, de la comprendre, commence à être préoccupant. C'est-à-dire qu'il se crée une espèce de gouffre entre, d'un côté, ce qu'on nous raconte au niveau officiel, ou ce qu'on tait au niveau officiel en faisant comme si ça n'existait pas, et deuxièmement, la réalité vive les gens. Alors, on va parler évidemment des politiques qui sont en charge théoriquement de régler ce problème, mais on a l'impression qu'il y a une forme d'acceptation de la situation. On se contente de peu. Il y a un peu moins de voitures qui brûlent le soir de la Saint-Sylvestre par rapport à l'année précédente. Eh bien, on en fait une sorte de victoire. Il y a certaines statistiques baissent. On parle de baisse globale de l'insécurité, alors que les autres montent en flèche. Finalement, on se contente de peu et finalement, on se contente de critiquer les Français qui auraient un sentiment d'insécurité, alors même que cette insécurité ne fait que progresser, quoi qu'en disent les officiels. Ça tient à la raison suivante. Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre ? Ils ne sont pas capables de résorber l'insécurité et ils sont simplement capables de dire oui, mais l'augmentation diminue, vous savez, au lieu de monter de 10% par an, ça n'augmente plus que 5% par an. Alors c'est une victoire. Mais tout ça ne trompe personne. C'est-à-dire ce que voient les gens dans la rue, ils le voient. Et la différence, j'insiste, parce que dans le passé, de telles situations ont pu devenir et parfois sont devenues extrêmement problématique quand vous avez une trop grande différence entre le ressenti, le vécu des gens et puis ce qu'on leur dit dans les médias et ce que disent les officiels. Au bout d'un moment, ils risquent de faire une grosse colère, quoi. Alors, bien entendu, quand vous voyez hier, par exemple, ou avant-hier, à Nantes,
des gens ont appelé la police à plusieurs reprises parce que dans un quartier de Nantes, ville qui était parfaitement paisible et qui est devenue un coupe-gorge du centre jusqu'à sa périphérie, vous aviez eu plusieurs fusillades à la suite. Quand les gens entendent d'une fusillade, quand leurs enfants se réveillent dans un moment, qu'est-ce qui fait boum boum, etc., ça n'est pas un sentiment. C'est quelque chose de parfaitement, clairement ressenti comme effrayant, et notamment effrayant dans sa réalité. Je cite un cas qui s'est produit voilà une semaine à Nîmes. Il y a eu une fusillade dans un des quartiers de Nîmes, qui est le quartier Pisevin, là, qui est un marché de la drogue à ciel ouvert. Une brave dame issue de la diversité, pourtant, a été obligée de se coucher par terre parce que la balle venait de traverser son salon. Vous comprenez, quand des gens vivent comme ça des choses au quotidien et qu'après ça on leur dit circuler, il n'y a rien à voir, fatalement, ça les énerve. Et d'ailleurs, ça les énerve, puisque le dernier grand sondage qui a été fait, pas par des opposants farouches au régime, parce que c'était sur BFM TV, qui, à peu de choses près, est Télé Darmanin, quoi. Bon, là, décembre 2022, pensez-vous que la délinquance, la criminalité, l'insécurité est augmentée en France? Oui, 68%. Alors il y a 4% du hurluberlu qui disent ça baisse, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fumé récemment. On entendra toujours les discours qui diront que c'est les médias qui agrandissent, qui grossissent certains phénomènes et qui finalement entretiennent la peur Mais des braves gens. ça n'est pas vrai, c'est même exactement le contraire. Par exemple, encore il y a 3 jours, dans le journal du dimanche, il y avait une grande interview de Monsieur Nunez qui disait l'insécurité, la délinquance baisse à Paris, et il fallait aller jusqu'à la ligne 40 pour apprendre que les cambriolages avaient encore augmenté de près de 6%. 6% en plus de tout le reste, bien entendu. C'est-à-dire que quand vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles et que l'eau monte de 10%, au lieu d'en avoir jusqu'à la cheville, vous en avez jusqu'au mollet, c'est pas très grave. Mais quand vous avez de l'eau jusqu'à la bouche et que ça augmente de 10%, vous êtes noyé. Hein. C'est ça la réalité des choses. Donc tout ça, le discours entier du système, du gouvernement et de ses médias asservis tente à essayer d'imposer une réalité factice qui est que tout ça n'est pas bien grave, que c'était pire au Moyen-Âge, que en 1492 les assassinats commis à la Pertuisane étaient beaucoup pires que ce qui se passe maintenant, et autres sornettes pieusement reproduites par les journaux asservis, ceux qui, vous savez, la presse d'opinion en France. Là, c'est des statistiques du ministère de la Culture. Hein. L'année dernière, ils se sont partagés 30 millions d'euros. Boulevard Voltaire, vous avez eu combien, vous? Beaucoup moins. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et voilà, alors il y a un système, et le système en question se place lui-même dans une position très dangereuse pour la raison suivante. C'est que dans l'histoire, toujours, les puissants qui arrivent à infiltrer des nouvelles dans la presse représentant leurs idées, ils finissent par y croire eux-mêmes. Et après avoir fait venir le copain rédacteur en chef qu'on a arrosé de pognon en lui disant voilà, dit que ça va pas mal, etc. Après ça, ils finissent par croire que c'est vrai parce qu'ils l'ont lu dans le journal. Donc vous avez un système qui s'auto-intoxique, et le fait pour un pouvoir, quel qu'il soit, dans quelque pays que ce soit, de décoller de la réalité sur un sujet stratégique, c'est jamais bon. Voilà. Mais alors, on va parler évidemment de la politique. Je rassure nos lecteurs, on va parler de Gérald Darmanin, bien évidemment. Mais néanmoins, la question qu'on peut se poser, alors, on a entendu, alors vous suivez l'actualité, ces derniers mois, on est passé du stade, il n'y a aucun lien entre l'insécurité et la délinquance, entre l'insécurité, et l'immigration, et les gens commencent un petit peu à le faire en disant, voilà, il faudrait être aveugle pour pas s'en rendre compte, etc. Est-ce qu'il y a, on vous le demande à vous qui êtes criminologue, est-ce qu'il y a un lien entre insécurité et immigration, tout simplement? Bien sûr, bien sûr. Je l'ai expliqué 50 fois dans ma vie. Je vais même vous dire, une fois, on m'a invité, c'était une espèce de défi. J'avais devant moi un public d'une centaine de jeunes garçons et filles de 15, 16, 18 ans, issus de l'immigration, tous. Tous étaient originaires du Sahel ou du Maghreb. Et le sujet, c'était une des radios un peu communautaires qui m'avait dit « T'es pas capable ?» J'ai dit « Mais bien sûr que si, quand vous voulez. » Et donc, j'ai été en face d'eux pendant plus d'1 heure et je leur ai expliqué. Et à la fin, ils sont venus vers moi en disant « Bon, ouais, on a compris, pourquoi les gens ils se fâchent, pourquoi ils hurlent, etc. » Tout ça est très clair. La situation est très claire. Toute première vague migratoire est criminogène.
quelle que soit son origine, que les gens soient blonds aux yeux bleus ou que ce soit des papous ou même si c'était des martiens, quand vous arrivez dans un pays, quand vous arrivez dans un secteur dont vous ne connaissez pas les règles, le début de la présence se traduit par des problèmes d'adaptation. Quand les Polonais dans le nord de la France, quand les Espagnols, quand les Italiens, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, sont venus s'installer en France, au nord pour les uns, au sud pour les autres, ça a été le bazar pendant quelques années. Ça, c'est la situation normale. Souvenons-nous de l'énorme migration des Irlandais sur la côte est des États-Unis au moment où il y avait la grande famine en Irlande. Ils ont mis une telle pagaille sur la côte est et notamment à New York et d'autres villes comme Philadelphie, qu'à New York, vous savez, il y a la police. Et la police, elle a des espèces de camions de police secours. À Paris, souvenir du temps où c'était des carrioles à cheval avec des grillages, ça s'appelle le panier à salade. Vous savez comment ça s'appelle à New York? Ça s'appelle Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais. Tellement on les ramassait, transpercés de coups de couteau, ivre-mort ou les deux à la fois, etc. Donc oui, toute première vague de migration est criminogène. Alors en France, on a dépassé le stade de la première vague quand même. Mais bien entendu, pourquoi? Parce que dans le cas des États-Unis, quand chassés ou persécutés par le régime tsariste, quand les Juifs sont venus à New York, la première génération, il y en a beaucoup qui étaient gangsters. Meyer Lansky, Bugsy Siegel, etc. Ok, l'intégration s'est faite. La deuxième génération, ils étaient médecins, avocats, tout allait bien. Ce qui se passe en France, c'est que soit l'intégration n'était pas possible, soit elle a été loupée. Moi, je suis pas sociologue, hein, c'est pas à moi de décider, mais on en est maintenant à la troisième ou quatrième génération dans laquelle ces virtualités criminelles existent toujours. Donc là, oui, effectivement, il y a un vrai problème. Mais, on est bien clair, au début, le phénomène en question, des Irlandais, quoi. Avec des bignoux, voilà, tout ça. Hewlett Pipe, pardon. Mais donc, ils sont arrivés, ils ont foutu un bazar à New York, quelque chose de terrible. Donc, voyez-vous, c'est un phénomène d'adaptation. Et plus la différence culturelle est forte, plus l'acclimatation est difficile, évidemment. Pas tellement, parce que quand vous voyez les Italo-Américains et la mafia à New York, c'était quand même... mais ils n'étaient pas les seuls. Quand en Afghan, il y a un berrichon, il y a quand même un... C'est vrai, mais ça pose... en réalité, ça peut s'arranger mieux que ça ne s'arrange en France. Je vis une partie de l'année dans le sud de la Grèce, où j'ai une maison. Là, il y a des Albanais, en grand nombre, qui sont venus. Ça se passe bien. Et il y a eu aussi, pour cueillir les oranges, vous savez, il y a énormément d'orangeraies pour les jus de fruits, etc., qui sont vendus dans toute l'Europe. Ils ont fait venir des Pashtuns du nord du Pakistan. Les Pashtuns sont encadrés par ceux des Albanais qui sont musulmans. Et ça se passe, mais on peut laisser les petites filles sortir, etc. le soir, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'un accommodement a été trouvé, des règles ont été fondées, et on ne s'est pas contenté de faire ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire rien. La politique de la ville a consisté à ne rien faire de ce qu'il aurait fallu faire. Ça consistait, comme vous savez, les parents un peu négligents pensent régler les problèmes avec leurs enfants, les arrosant de fric, en leur disant tiens voilà 100 € va jouer. Là c'est ce qu'ils a fait, on a arrosé les quartiers en question de fric et pour le reste, eh bien on a là où il y avait le plus besoin de règles, on a installé souvenons-nous de la France des années 60-70. Il y avait la campagne profonde qui grouillait de gendarmes, il y avait les centres-villes qui grouillaient de flics, et entre les deux, pas grand-chose. Et c'est justement là où on les a installés, dans les banlieues. Comment voulez-vous qu'ils apprennent les règles de la vie en société alors qu'il n'y a personne pour leur dire? Le seul... Il faut être honnête, le seul qui est tenté de remédier à ça en déplaçant les commissariats et les gendarmeries, c'était Jospin. Il n'y est pratiquement pas arrivé. Pourquoi? Parce que les syndicats de policiers ont dit non, c'est bien, tout comme ça, là, ils sont là où ils veulent être, c'est pas important. Et à grand-peine sur... à l'époque, 120 000 policiers, il a réussi à en déplacer 2-3 000. C'est-à-dire que là où, un enfant de 4 ans comprend que s'il y a une cité où il y a des racailles qui dominent,
On met un commissariat au milieu, eh ben, ça va mieux, ou une gendarmerie au milieu, selon la zone de police de gendarmerie, ça va mieux, à condition qu'ils aient l'autorisation de faire leur boulot. Voilà, et on en revient, effectivement, on a parlé de règles, on a parlé de l'autorisation de faire son boulot, on en vient au problème fondamental, qui est, on a des politiques qui n'assument pas d'exercer leur mission régalienne, et une justice qui, visiblement, laisse croire que tout est permis. On enfonce toutes les portes ouvertes aujourd'hui, hein, mais... Voilà, il faut commencer par ça. Faut que le sol soit plat pour qu'on voit le paysage. Et donc, que se passe-t-il ? Il se passe que, Monsieur Hollande, c'était pas grand-chose. Il y a un proverbe chinois qui est un peu méchant, qui dit « un poisson mort ne remonte pas le courant ». Eh ben voilà, c'est un poisson mort, donc il a laissé aller les choses à volo. Il a eu cette excellente idée qui consistait à envoyer les immigrés, légaux ou pas, par petits paquets dans les villes moyennes et dans les petites villes à partir de 2015. Et donc c'est depuis lors qu'il y a des zones entières de la France qui sont en train de se transformer en Seine-Saint-Denis, quoi. Les phénomènes sont les mêmes. Oui, qu'on a Nantes, Bordeaux, Toulouse, même les villes moyennes. Vous plaisantez. L'autre jour, il y a eu une émeute dans un village qui se trouvait à 15 km au sud d'Aubenas. J'ai été obligé de chercher sur la carte. Je ne savais même pas que ça existait. Et là, il y a des émeutes avec les gendarmes canardés à coups de mortier, etc. Voilà. Donc la France est en train de se transformer à 9-3. Il y a deux villes symboliques, Alençon et Niort, qui ont toujours été des villes tranquilles et qui sont devenues du jour au lendemain des espèces de plaques tournantes. Et Montluçon, et puis tous les zones de la Montbéliard, au secours, Alençon. Enfin, vous voyez des villes comme ça où il y a des émeutes, où on est obligé de créer des bacs, enfin, avec les faibles moyens que conserve la police. Donc, il y a les phénomènes qui, il y a 20 ans, affectaient à peu près uniquement quelques périphéries, c'est-à-dire la zone autour de Lyon, la zone autour de Paris. Alors, autour de Marseille, il n'y a jamais d'émeute parce que les caïds dominent tellement qu'ils ont dit non, c'est mauvais pour le business. Donc, quand les voitures avaient brûlé en 2005 et après, à chaque fois qu'il y a eu des émeutes, il n'y en a jamais à Marseille parce que, voilà, les quartiers nord sont bien tenus en main et donc, non, voilà, restez tranquille, autrement on se fâche. Mais ailleurs, effectivement, c'est une situation qui prévaut et qui est unique en Europe, j'insiste. On a des bases de données, on regarde ce qui se passe dans les pays en question, à l'exception, mais c'est 3 fois par an en Suède ou 4 fois par an, il y a un zèbre juste à côté de la Suède, au Danemark, dont l'idée c'est de faire des meetings dans lesquels ils brûlent des Corans. Alors à chaque fois qu'il fait ça, naturellement, il y a une émeute, et comme ça, il y a 2, 3, 4 émeutes par an au Danemark ou en Suède, mais en dehors de ça, rien. En France, on en est à une émeute, enfin, 2 émeutes tous les 3 jours. Enfin, la Suède, ceci dit, là, on va juste faire petite parenthèse dans ce qu'on a dit. La Suède, qui est une société où il y avait quasiment pas de délinquance, depuis les vagues migratoires de 2015, on a vu les statistiques totalement s'affoler et bondir de plusieurs dizaines de pourcents en matière de viol, de tentatives d'homicide et autres. Et d'homicide, c'est le pays en Europe où il y a le plus d'homicides par arme à feu maintenant. Avant, en Suède, je veux dire avant la vague migratoire, avant en Suède, quand un Suédois se retournait un ongle, ça faisait les grands titres de toute la presse, quoi. Et là maintenant, bâillement, encore un tir à la Kalachnikov, un mort, etc. Bon, comme tous les jours pratiquement, voilà. Alors, des attentats à la bombe, des attentats à la grenade en Suède. Vous vous rendez compte ? Voilà. Alors c'est pareil, c'est l'irénisme, c'est le fait de penser que tout va s'arranger tout seul, et à mesure où ça s'arrange pas, on commence par accuser ceux qui disent ça s'arrange pas d'être raciste, xénophobe, etc. Simplement parce qu'ils disent ma fille a été violée par un monsieur qui n'avait pas l'air vraiment d'ici. Ah, qu'entendez-vous par là, etc. Et les démocrates de Suède sont arrivés aux dernières élections d'ailleurs, ce qui prouve bien d'ailleurs que cette fracture entre ce que la parole politique et la réalité est quand même en train de provoquer des réactions politiques, justement. Ben exactement, et puis tous les sondages. Là, je suis en train de faire une compilation de tous les sondages depuis 2 ans sur le régalien en France. En moyenne, sur l'immigration, sur la justice, sur la sécurité, c'est 7 Français sur 10. Alors, les 3 sur 10 qui pensent pas comme ça, ils sont à Libération, ils sont au Monde et à France Info. Je sais où ils sont.
et on a les noms, mais on n'en fera rien. Attention, on n'en fera rien. On va parler de Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin que beaucoup comparent à Nicolas Sarkozy, mais un peu sur le mode, on comparait Napoléon III et Napoléon Ier en disant le petit et le grand, si vous voulez. D'avoir Darmanin, il y a parfois une espèce de pâle copie de Nicolas Sarkozy, surtout en matière de ce que Sarkozy avait innové, qui est la politique du chiffre, mettre des chiffres et des statistiques en avant pour faire passer le bilan. C'est ce que Gérald Darmanin essaye de faire. Est-ce que c'est probant? Est-ce que c'est efficace, cette politique du chiffre? Alors, pour Darmanin, je pense irrésistiblement, je suis un grand lecteur de Karl Marx. Karl Marx qui n'était pas marxiste du tout. Et Karl Marx a dit une fois, je crois que c'est dans le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, il dit l'histoire se répète toujours deux fois, la première comme tragédie et la deuxième comme farce. Alors, Darmanin, c'est la répétition comme farce, quoi. Voilà, c'est-à-dire c'est pas sérieux. Ce garçon n'agit, ne vit, ne pense, ne respire que dans le monde artificiel des médias, et le reste de son action n'arrive jamais jusqu'au sol, jusqu'à terre. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a un truc épouvantable qui se passe, l'immeuble qui a flambé à Vaux-en-Velin, là où il y a eu 10 individus, dont 4 enfants qui sont sautés par les fenêtres et qui se sont tués. Et il suffit de lire la petite presse locale. C'est pas une opération de pilonnage de M. Darmanin. C'était une tragédie, 10 morts. La France entière en a entendu parler. Le lendemain, les dealers étaient de retour. Le lendemain, à 20 mètres ils étaient en train de vendre de la drogue. Oui, on précise que ce sont les premiers éléments de l'enquête. Ce sont des dealers qui squattaient les parties communes, qui auraient mis le feu, entraînant ce drame. C'est a priori les premiers éléments. Les premiers éléments, on n'a pas encore la preuve formelle, mais que le feu ait été mis par la reine d'Angleterre, ou le fait est qu'il y a eu cette tragédie, et le lendemain, les dealers étaient de retour. Alors, qui peut le plus, peut le moins. S'il y a une tragédie comme ça, et si le lendemain, les dealers sont de retour, qu'est-ce qui se passe quand M. Darmanin pilonne? Voilà. Mais est-ce que Gérald Darmanin est responsable de ce petit immeuble de Vaux-en-Velin? Est-ce que c'est pas trop facile de tout lui mettre sur le dos? La réponse est claire. Le ministre de l'Intérieur, il est là pour rassurer les gens, pour leur donner des éléments sur ce qui se passe vraiment et pour impressionner le milieu criminel de façon à ce qu'ils retiennent un peu toutes ces velléités homicides. C'est-à-dire que le président de la République, lui, il est loin de ça, il est dans sa tête quelque part entre Wall Street et puis la City de Londres, mais bon, il a un ministre de l'Intérieur. Ok, le ministre de l'Intérieur, il est censé mater le milieu. On ne peut pas faire plus que ça. Depuis Durkheim, on sait que l'activité criminelle est une activité normale de l'être humain, et la seule chose que doit faire et que peut faire un État de droit, c'est de ramener cette activité criminelle au-dessous du seuil de l'insupportable pour la population, au-dessous de ce que la population ne peut plus supporter. Niveau où on est à l'heure actuelle. Hein. Alors, comme à l'heure actuelle, les bandits s'entretuent à un rythme accéléré, que quand il se passe un drame comme ça, ils sont de retour, c'est qu'ils se moquent de M. Darmanin comme de leur première chemise. Hein. Ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'il n'a réussi en aucun cas à impressionner le milieu jusqu'au fait que celui-ci diffère ses actions. Comment se passe, il faut que les auditeurs comprennent, hein, comment se passe l'action du milieu criminel? Le milieu criminel ne peut pas affronter l'appareil d'État en race campagne. Il a pas la force, il n'en a pas l'envie, il ne sait pas faire, et donc il procède par évitement. C'est-à-dire que quand il y a des lois, eh bien, il contourne les lois. Quand il y a des policiers quelque part, eh bien, il va ailleurs. Et l'évitement en question, il peut se faire dans 3 dimensions différentes. La première dimension, c'est dans le temps. C'est-à-dire que les policiers ont occupé ma cité, et je ne peux plus vendre de la drogue, alors je vais attendre que les policiers soient repartis, et après ça, je vais remettre les bouchées doubles. L'effet de déplacement peut jouer dans l'espace. C'est-à-dire, ils sont là, et ben, je vais me mettre dans la rue d'à côté, ou au 2e étage du HLM, et après ça, je serai tranquille. Et puis, troisièmement, ça peut être un changement de business. On peut
éviter de se trouver en face des policiers qui s'attendent à ce que je vende de la drogue, alors je vais prostituer des mineurs. Comme ça, je serai plus au même endroit. Un phénomène en totale explosion d'ailleurs. Là. Bien sûr. Évidemment, parce qu'il y a des zones hors contrôle. Sur les zones hors contrôle, on fait des marchés aux voleurs, on fait venir des prostituées, on vend de la drogue, etc. C'est un phénomène qui était connu au Moyen-Âge. Ça s'appelait la cour des miracles. Hein, voilà, exactement. Là, c'est pareil. On est bien loin du côté poétique du bossu Notre-Dame hein, quand on parle de la cour des miracles. C'était déjà à l'époque, c'était tout sauf poétique. Mais bon, avec le temps qui passe, c'était le bon temps. Mais c'était quand même ce qui se passait à l'époque était tout sauf drôle. Revenons-en à Darmanin. Darmanin ment comme un arracheur de dents sur son activité en matière de drogue. Je vois ce qui se passe en matière de drogue, c'est-à-dire qu'il y a des saisies de drogue. De 70 à 80% des saisies de drogue en France, ce sont les douanes. Les douanes qui ne dépendent pas de M. Darmanin, mais qui dépendent de M. Le Maire. C'est le ministère des Finances. Voilà. Le reste, c'est Monsieur Darmanin, effectivement. Alors ils disent on les pilonne et on saisit de la drogue et on dissout les supermarchés de la drogue en question. Tout ça est rigoureusement faux. Quand vous attaquez ou faites une opération coup de poing sur un de ces supermarchés de la drogue, les malfaiteurs attendent que les flics soient repartis et ils reviennent immédiatement après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'un four, comme ils disent dans leur argot, un supermarché de la drogue, c'est pas une station d'essence de Total ou de Shell, quoi. C'est pas un bâtiment en solide, alors il suffit de confisquer la pompe à essence et puis ça marche plus. D'ailleurs, c'est des individus qui sont en cercle autour d'un endroit où il y en a des qui ont mis de la drogue dans une poubelle, qui l'échangent contre des billets d'argent. Si ça se fait pas là, ça se fait 10 mètres plus loin, quoi. Donc, bien entendu, c'est un jeu de chat et de la souris. Et regardez un peu, lisez dans le journal, la police est arrivée à tel endroit, elle a confisqué 3 kilos de cannabis. Vous savez combien la France fume de cannabis? Plus d'1 tonne par jour. Plus de 1000 kilos par jour, c'est-à-dire en gros 400 tonnes par an, 360 jours, 400 tonnes, un peu plus d'1 tonne par jour. Alors là, les saisies sont dérisoires. Et maintenant, je vais vous parler de pire encore, de la cocaïne. La cocaïne, cette année, ce qui est arrivé dans les différents ports européens, Anvers, Rotterdam, Le Havre, au sud de l'Espagne, Algeciras, dans le sud de l'Italie, etc., Gioia Tauro et des autres ports, ça représente à peu près, je ne parle pas de ce qui a été intercepté, je parle de ce qui est arrivé, de ce qui a été livré aux caïds et aux dealers. C'est 1500 tonnes de cocaïne pure. 1500 tonnes de cocaïne pure. Toutes les analyses de tous les chimistes, de tous les laboratoires disent que maintenant elle est coupée à 40%, 1500 tonnes, 40% d'excipients, 2100 tonnes. 2100 tonnes sont arrivées, en gros, dans l'Union européenne. Arrivées à bon port, on ne parle pas de ce qui a été saisi. 110 tonnes ont été saisies à Anvers, 52 tonnes à Rotterdam, etc. Les archives en constante augmentation. Oui, bien sûr. Mais les saisies ne représentent qu'à peu près entre 10 ou 20%. De manière à être très prudent, les chiffres que je vous donne, c'est comme si les douaniers en avaient saisi 20%. C'est sans doute moins, entre 10 et 20, 15, etc. Ok, disons 20%. Donc vous avez 2100 tonnes de cocaïne diluée à 60%, c'est-à-dire avec 40% d'excipients qui sont en vente. Si on imagine que la cocaïne arrive également dans chaque pays de l'Union européenne en proportion de sa population. La France a 68 millions d'habitants, l'Union européenne a 445 millions d'habitants. Si on prend la quantité de cocaïne qui arrive en France, vous savez combien les sbires de Darmanin en saisissent? Ils en saisissent 1,98%. Vous aimeriez, vous, être imposé à 1,98% de votre produit? C'est assez rentable, effectivement. Oui, voilà. Voilà. Donc, récemment, le Conseil supérieur de la justice belge a fait une grande étude, parce que c'est la catastrophe, ce qui se passe à Anvers, c'est une inondation de cocaïne. Et il dit, les saisies n'impressionnent absolument pas, ne gênent absolument pas les gros... C'est le pourcentage de perte acceptable, en fait. Oui, mais c'est même plus, c'est dérisoire. Vous vous rendez compte, être imposé à 2%, ou même à 10%. En fait, finalement, l'Europe et particulièrement la France, plus la France visiblement, c'est open bar, quoi. Voilà. Surtout. C'est ça, et l'Union européenne ne sert pas à grand-chose.
à part à faire des grands discours et à dire oui mais on a financé Europol alors voilà etc. Mais en réalité ça change rien. Et la France fait du tam-tam médiatique, mais j'insiste, je suis prêt à livrer tous les calculs faits avec l'aide d'experts officiels de haut niveau que je connais, dont certains sont mes anciens étudiants. J'affirme, et les yeux dans les yeux, que ce que la police de M. Darmanin saisit par année de cocaïne, c'est 2% de ce qui arrive sur le territoire national. Alors bon, vous êtes à la tête d'un supermarché, on vous pique 2% de vos carambars. Bon, so what, voilà, la vie continue. Alors ça dérange pas du tout les narcos. Donc le pilonnage ne sert à rien. Dans un de nos entretiens précédents, vous avez dit que le ministère de l'Intérieur était quand même un gros paquebot difficile à manœuvrer, c'est-à-dire le temps d'y insuffler une politique et de la voir porter ses fruits. Il s'écoule quand même du temps, parce que c'est quand même un gros machin difficile à manœuvrer. Néanmoins, on a quand même envie de donner un peu d'espérance à nos lecteurs. Est-ce que une volonté politique pourrait suffire à résorber cette situation? Est-ce que un ministre de l'Intérieur avec l'envie de changer les choses, peut-être même au détriment de sa carrière politique, puisqu'on peut sauver une situation, ça peut être aussi au détriment de sa propre carrière. Est-ce que, humainement, est-ce qu'un ministre de l'Intérieur compétent, capé, expérimenté, volontaire pourrait rechanger les choses? Pas lui tout seul. Il faudrait un tandem. Il faudrait un ministre de la Justice qui soit pas un clown, d'une part, et puis deuxièmement, un ministre de l'Intérieur sérieux. Parce que une armée est fragile au point de conjonction de ces deux régiments. C'est là où l'ennemi peut attaquer et faire une percée. Donc, si la justice et la police et la pénitentiaire, c'est les trois stades. D'abord, une infraction est commise, on fait une enquête, c'est la police, on arrête le malfaiteur, on le défère à la justice, c'est la justice, et après ça, en dernier lieu, c'est la pénitentiaire. Donc, c'est la chaîne pénale, le continuum pénal. Si vous avez des gens sérieux à la police et à la justice, c'est l'histoire de quelques mois. C'est l'histoire de quelques mois. Je répète toujours des chiffres et personne ne m'a jamais contredit. En France, il y a 26 départements à problème. Il y a des tas de départements où il ne se passe rien. Pour l'instant, si ça continue, mais pour l'instant. C'est-à-dire que 95% de ce qu'on appelle les violences urbaines se déroulent sur... Les violences urbaines, c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà. Donc ça se passe... C'est celle qui empoisonne le plus au quotidien des gens. Exactement. Dans 26 départements. Dans les 26 départements en question, ceux qui sont à l'origine de 90% des actes illicites, des infractions, des crimes et des délits sont peu nombreux. Je répète ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, la première fois qu'une enquête a été faite dans un département de la banlieue parisienne, qui n'est pas calme pour autant, qui est le Val-de-Marne, vous allez du côté d'Ivry et de Vitry, il y a des commissariats d'attaquer, etc. C'est un peu le 9-3 en un peu moins pire, mais quand même. Et là, on a cherché sur dossier le nombre d'individus qui avaient eu 17 contacts avec la police ou la justice. C'est-à-dire qui avaient été interpellés, qui avaient été déférés, qui avaient été condamnés, toute la chaîne. Ces individus-là, pour tout le département, à l'époque où l'enquête a été faite, étaient moins de 50. C'était il y a combien de temps? Il y a 10 ans comme ça. Maintenant, il y en aurait peut-être 80, si vous voulez. Mais il y en a... Moins de 17, c'est déjà énorme, 17... Oui, mais c'est, comme le disait joliment la criminologie du 19e siècle, ces gens-là sont des criminels d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas des clandestins. La BAC connaît la liste des noms par cœur. Encore toi, Momo. J'ai rien fait, monsieur. C'est tous les jours, quoi. Voilà. Ils sont des heures avec la police, donc 17, ça pourrait être 50, si vous voulez. Ils n'arrêtent pas, quoi. Ils n'arrêtent pas. Parce que de plus en plus, c'est la cocaïne qui remplace le hashish, et comme ils consomment en partie ce qu'ils vendent, la cocaïne ne fait rien pour calmer les gens. Au contraire, c'est un stimulant, un excitant. Donc, vous prenez les 26 départements, vous prenez les noyaux durs des 26 départements, tous les infractions qu'ils commettent font qu'on n'a pas besoin de se conduire comme en Corée du Nord, d'envoyer des gens en prison sur oukase ou sur décret présidentiel. Il suffit de les condamner pour ce qu'ils ont fait vraiment, et surtout de leur supprimer les circonstances atténuantes qui fait qu'ils sont dehors aussi vite que sortis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un policier de plus, il n'y a pas besoin d'une loi de plus, il suffit d'appliquer la loi. Oui, mais c'est ça qu'on comprend pas. On a vu d'ailleurs l'année 2020 qui était extrêmement basse en termes de délinquance à cause du confinement. On se dit, on arrive quand même à
enfermer 60 millions de personnes chez eux et on n'arrive pas. Là, je lisais un article sur les manifestations sur la réforme des retraites. On attend entre 200 et 400 individus violents à Paris. On n'est pas capable d'arrêter préventivement ces 200 et 400 Mais si, violents. on en est tout à fait capable, mais on ne veut pas le faire. Malik Oussekine, pensez donc s'il y en a un qui prend un œil au beurre noir, ça sera un drame national. C'est ça, ils ont peur de leur ombre. Ils sont dans les mains, tous ces gens-là sont dans les mains de leur directeur de la com. Oh, tu vas perdre un point dans les sondages, arrête, tu peux pas, etc. C'est ça la réalité. Ce sont des gens qui n'ont pas le courage. Ils ont le pouvoir, ils n'ont pas le courage de s'en servir. Je dis pas qu'il faut réprimer à tout va, je dis simplement que c'est simple, il y a un code pénal, il y a des infractions dans le code pénal, et les infractions doivent être sanctionnées, et elles doivent être sanctionnées comme le code pénal le prévoit. C'est simple. C'est enfantin. Un enfant de 4 ans comprendrait. On en vient au point faible de la justice, du coup. Mais non, mais on a des policiers quand même assez compétents qui arrêtent indéfiniment les mêmes personnes et qui sont indéfiniment relâchés. Vous savez, à l'Institut de criminologie, j'ai eu beaucoup d'étudiants, garçons et filles, qui sont devenus magistrats. Leur vie est impossible. J'en connais un, l'autre jour, il était au bord du désespoir, il a 300 dossiers sur son bureau. Pour qu'il puisse bien faire son travail de magistrat, c'est compliqué la justice, il y a des dates à pas louper, il y a des règles, il y a une procédure qui est tous les jours plus lourde et plus complexe. Il a 300 dossiers, il faudrait qu'il en ait 30 sur son bureau. Vous savez quoi? La France, par tête d'habitant, par rapport aux autres pays de l'Union européenne, a moins de procureurs que l'Albanie. On a une justice de clochards. Les malheureux magistrats ne peuvent pas faire leur boulot. Alors bon, là-dedans, comme dans la vie, vous avez vu que 68% des gens pensent que la criminalité, il y a 4% qui pensent que tout va bien, que la vie est belle et tout. Là, chez les magistrats, c'est pareil. Il y a 4-5% de gauchistes. Il y en a d'autres qui votent pour le syndicat de la magistrature parce que sincèrement, ils pensent que ça pourrait améliorer les choses. Mais c'est la grande majorité des magistrats sont des gens qui font un travail ingrat, dangereux, et qui le font du mieux possible. Simplement, ils ne peuvent pas le faire. La pauvre Madame Belloubet, qui était... On n'a pas de chance, hein, parce que la Belloubet d'abord, et puis Dupond-Moretti ensuite... On rappelle que c'était la garde des Sceaux de François Hollande, hein, parce qu'il y a effectivement... Non, c'est d'Emmanuel Macron, bah, vous voyez, encore mieux. D'Emmanuel, oui, effectivement. Mais elle a pas marqué Hollande, les esprits, c'était pire, c'était la Taubira. Oui, écoutez, moi, je me suis rappelé il y a pas longtemps qu'il y avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Mathias Fekl du temps de François Hollande, j'avais complètement oublié. Oui, il a dû rester 3 semaines, c'est un zombie, quoi, comme les autres. Et donc, là, la pauvre Madame Belloubet qui a précédé Monsieur Dupond-Moretti, vous vous rendez compte, les pauvres magistrats qui subissent des individus comme ça, la pauvre Madame Belloubet, elle allait de ressort de justice en ressort de justice, les greffiers lui montraient dans les tribunaux, à Rennes, dans des grandes villes, qu'ils avaient encore des ordinateurs d'avant la souris. Vous avez jamais vu ça de votre vie, vous, hein? Si, je vois. C'est comme les Pac-Man, faut monter des ondes comme ça, etc. Des ordinateurs qui communiquent pas entre eux, qui, bien entendu, communiquent pas avec ceux de la police parce que, pour faire des statistiques un peu sérieuses. Et elle disait, ah mon Dieu, mais c'est horrible. Elle disait à son directeur de cabinet, machin, vous notez, et puis elle passait à un autre centre de justice. Voilà. Vous avez la calinothérapie, en fait. Ouais, mais non, mais même pas. Elle découvrait la Lune, quoi. Récemment, vous avez vu ce qui s'est passé à Nantes. Voilà, oui, les mecs, encore là, hier, un type a failli être tué, il a pris 2 balles dans la jambe, etc. C'est tous les jours les flingages à Nantes. Il y a 5 procureurs pour la ville de Nantes, la moyenne européenne, la moyenne du Conseil de l'Europe, où on évalue les justices au niveau du continent entier. Dans le Conseil de l'Europe, il y a la Moldavie, il y a l'Albanie, il y a des pays qui croulent pas sous l'or, quoi, qui sont beaux. La moyenne des procureurs, c'est 18 pour une ville comme Nantes. La France en a 5. On a une justice de clodo. Voilà, c'est ça. Comment voulez-vous que ça marche? C'est pas la peine que ces gens-là n'ont absolument, pour l'immense majorité d'entre eux, aucune volonté de saboter leur boulot. Ils n'ont pas les moyens de le faire. 5 à la place de 18, enfin, pour une ville comme Nantes qui est devenue extrêmement criminalisée. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre 2027 en espérant que les choses changent. Il faut, qu'est-ce que... Je peux pas vous dire, je suis pas directeur de conscience, je peux pas dire à la place des gens ce qu'ils devraient faire. J'ai une crainte. Les Français ont pour caractéristique historique de supporter, et puis un beau jour, de renverser la table. Alors là, on a eu l'épisode des Gilets jaunes.
Si les choses continuent à se dégrader en matière de sécurité, le pillage des campagnes, les cambriolages à répétition, les gens poignardés à droite et à gauche par des individus qui n'ont rien à faire là. Enfin, le titre Lola, d'ailleurs, enfin, de tous ces drames qui ont scandalisé les OQTF. Voilà. 120 000 par an. Partez. Ben, ils sont encore là, 95% d'entre eux. 8 000 qui devaient partir dans tel ou tel pays du Maghreb, il y en a 4 qui sont partis. Enfin une fois de plus, il faut revenir à l'essentiel. Raymond Aron, qu'est-ce que l'État-nation? C'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Quand on envoie des migrants retourner dans leur pays et que le pays dit tu te les gardes, c'est qu'on n'est pas respecté à l'extérieur. Et quand on est incapable de faire en sorte que 50 individus dans les 26 départements soient pas matés une bonne fois pour toutes, on n'est pas en paix à l'intérieur. Sous M. Macron, l'État-nation ne fait pas son job. Un jour, il est possible que les gens s'enragent de cette situation et ne le supportent plus.